Salut Stéphane. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir dans ton bureau à l'Assemblée nationale. Stéphane, tu es député de Seine-Saint-Denis, député communiste, président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Si je t'ai invité, c'est pour parler de la situation politique, de ce qui s'est passé cette semaine, même ces 2 dernières semaines. Il se passe beaucoup de choses. Ça va vite. Il y a eu un discours de politique générale par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi, dans lequel il a annoncé une promesse de suspension de la réforme des retraites. On a appris un peu après que ça allait passer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce matin, jeudi, ont été rejetées 2 motions de censure, l'une de la France Insoumise, l'autre du Rassemblement national et des ciotistes. Celle de la France Insoumise a été votée par 271 députés. Il en fallait 289 pour qu'elle soit adoptée. Quel enseignement tu tires de ce rejet des 2 motions de censure, mais quand même de cette très très haute participation à la motion de censure de la France Insoumise? Bon, les résultats étaient un peu attendus parce qu'il y a quand même moins de surprises dans les scrutins de l'Assemblée nationale qu'on peut en avoir dans les scrutins classiques. Il y avait des logiques de groupe, il y avait des engagements pris par les uns et par les autres. Donc, le score réalisé par la motion de censure que nous avons, pour certains d'entre nous, signé et que nous avons voté ici au groupe GNR est plutôt pas mal, notamment parce qu'il y a plus de 10% du groupe socialiste qui a désobéi aux consignes d'Olivier Faure et qui a néanmoins voté la censure. Donc, il n'y a pas énormément de surprises. On n'est pas déçu, on n'est pas non plus enthousiaste. Voilà, c'est un résultat logique. Mais qu'est-ce que ça augure pour le budget? Parce qu'on se dit, genre là, avec une majorité aussi limite, enfin, une absence de majorité, mais du coup, une majorité dans l'autre sens qui a voté la non-censure, enfin, qui n'a pas voté la censure, on se dit, oulala, pour le budget, ça va être compliqué de trouver les majorités. Ouais, mais moi, par exemple, le fait que hier après-midi, lors des questions au gouvernement, Sébastien Lecornu contredise à quelques minutes d'intervalle la porte-parole du gouvernement qui avait déjà répondu à une question en disant non, on ne sait pas si ce sera un projet de loi qui suspendra les retraites ou si ce sera un amendement du gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il l'a contredit quelques minutes après en disant non, ce sera un amendement du gouvernement. Et tout de suite, il y a eu un doute sur la démarche. Bon, nous, on a un doute sur la démarche et la sincérité de la démarche sur cette suspension de la réforme des retraites depuis le début. Mais ce qu'a dit le Premier ministre hier, le véhicule utilisé, parce que il y a plein de choix simples si on veut suspendre, ne serait-ce que suspendre la réforme des retraites. D'abord, il pourrait prendre un décret. Il n'y a pas besoin d'aller voter à l'Assemblée nationale. Un décret du Premier ministre, je m'engage à suspendre la réforme des retraites telle qu'elle est aujourd'hui, 62 ans et 9 mois, 170 trimestres, c'est un décret, voilà, on n'en parle plus et on discute du budget. Là, il aurait pu faire un projet de loi spécifique qui permettait de circonscrire le sujet de la suspension des réformes des retraites, d'avoir un débat sur le sujet, un vote sur le sujet. Bon, il choisit un autre biais qui du coup met un peu plus le doute pour ceux qui en avaient pas suffisamment sur sa démarche, qui est celui d'introduire un amendement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont on sait par ailleurs, depuis qu'on le connaît, qu'il est rempli d'horreurs. Et le mot utilisé par le musée des horreurs. C'est le musée des horreurs, c'est Bérou Empire. Et notamment s'agissant du budget de la sécurité sociale, c'est là où on touche aux retraites, c'est là où on touche aux franchises médicales, c'est là où on touche au déremboursement des médicaments, c'est là où on touche aux ponctions sur les mutuelles qui vont se traduire par un accroissement des tarifs des mutuelles. Enfin, je pourrais faire une liste longue comme le bras de toutes les horreurs qu'il y a dans le budget de la sécurité sociale. Donc, bien évidemment, introduire un amendement dans son budget qui suppose, pour qu'il y ait cette suspension, de voter toutes les horreurs que contiendra le budget de la sécurité sociale, c'est une manœuvre grossière et qui a quand même mis le doute. Moi, je connais quelques personnes, quelques députés qui, socialistes ou même écologistes, qui n'auraient pas peut-être voté la censure s'il n'y avait pas eu cette déclaration du Premier ministre qui jette un peu l'opprobre et le doute sur sa démarche. Bon, ce qui est certain, c'est que
On va avoir une discussion budgétaire au pas de course. Tout ça démarre avec beaucoup de retard, beaucoup de précipitation. On a découvert le budget, il a été présenté mardi matin au Conseil des ministres. La commission des finances a commencé son travail hier. Le budget va venir en séance dans l'hémicycle la semaine prochaine. Donc vous imaginez bien que tout ça est dans un délai de travail extrêmement court. Moi, ce que je pense, d'abord, je voudrais tordre l'idée à cet autre cadeau qui aurait été fait par Sébastien Lecornu à la gauche, qui est de dire oui, mais il n'y aura pas de 49.3. Bien sûr, nous avons toujours demandé à ce que le 49.3 soit retiré, c'est-à-dire cette façon autoritaire d'imposer une loi ou un projet gouvernemental contre l'avis du Parlement. Mais ça s'entend et c'est très intéressant comme démarche, sauf pour la loi de finances. Parce que sur les lois de finances, il y a tellement d'autres outils à la main du gouvernement. D'abord, il y a un délai contraint, 70 jours, entre l'Assemblée et le Sénat et les allers-retours. Et ensuite, il y a le fameux article 40, ce qui fait que, aussi bizarrement que ça paraisse pour un Français qui sait ce que c'est qu'un budget d'une association, ou son budget personnel, ou le budget d'une collectivité, quand on parle d'un budget, on essaye de trouver un espèce d'équilibre entre les recettes et les dépenses. Bon, le 49.3 va nous autoriser à faire des propositions sur les recettes. C'est pas rien, et nous en avons. La gauche n'est pas seulement dépensière, elle a aussi une autre façon d'envisager les recettes, avec plus notamment de justice fiscale. Mais par contre, l'article 40 de la Constitution, non levé par le gouvernement, puisque seul le gouvernement peut le lever, nous interdit d'accroître les dépenses. Ce qui est absurde, puisque nous, quand on essaye d'abonder les recettes par plus de justice fiscale, c'est notamment pour avoir des dépenses pour une meilleure éducation nationale, pour un hôpital public renforcé, pour des services publics qui se portent mieux, enfin, etc., etc. Donc, en fait, tout ça est très biaisé. Si on perd de vue que Sébastien Lecornu, qui est quand même le dernier grognard de la Macronie, qui est là pour essayer de sauver la fin de mandat d'Emmanuel Macron sans toucher aux fondamentaux du président de la République. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Quelle est sa mission ? Quel est le chemin de croix du moine soldat qui se prétend être d'ici à 2027 ? C'est garantir au président de la République de ne pas être contraint à la démission prématurée et sauvegarder les fondamentaux de sa politique. Donc c'est ça son mandat, c'est ça sa mission, c'est à cela qu'il va s'attacher. Et il va, parce que comme c'est un homme un peu rusé et habile, même si parfois je trouve que c'est une habileté de sous-préfecture, mais enfin bon, ça c'est mon avis sur la personne, eh ben, il va essayer d'embarbouiller tout le monde pendant quelques mois. Bon. Alors moi, j'appelle mes collègues des différents groupes de gauche à pas être dupes. Donc, à être ce que nous sommes, c'est-à-dire toujours des gens de dialogue et de proposition, parce que nous avons des propositions, nous ne sommes pas seulement dans une position du refus, nous avons beaucoup de propositions pour un budget beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus orienté vers la satisfaction des besoins du pays et des Français, mais sans se faire rouler dans la farine, voilà. Mais justement, on a un peu l'impression que c'est la deuxième fois en quelques mois que les socialistes, parce que c'est eux qui majoritairement à gauche n'ont pas voté la censure, que les socialistes se font rouler dans la farine. Ils se sont déjà fait rouler dans la farine par François Bayrou qui leur avait promis ne me censurez pas dès le début parce que la réforme des retraites va retourner devant le Parlement, je vais vous faire un conclave, ça va être super, etc. Bon, résultat, rien du tout. Là, il recommence. Comment est-ce que tu expliques ça ? Est-ce que c'est parce que, je te dis un peu genre l'ambiance, mais que tu dois connaître, mais l'ambiance, c'est de dire, de toute façon, ontologiquement, ils sont condamnés à trahir et à se faire avoir par le pouvoir macroniste, puisqu'ils se ressemblent. Il ne faut pas oublier que quand même, tu as une bonne partie du macronisme qui vient du Parti socialiste. Non, mais moi, trahison, tout ça, je n'utiliserai jamais ces termes parce que d'abord, je suis un partisan de l'union et l'union sans exclusive. Pas plus,
pas plus avec les insoumis qu'avec les socialistes. L'union de la gauche dans sa diversité. Donc on sait que les socialistes, c'est la gauche réformiste. Bon. Mais moi, ce que je constate, d'abord, tu as raison, ils se sont fait, de mon point de vue, rouler par François Bayrou avec le conclave. Et j'ai le sentiment qu'ils se font rouler une nouvelle fois, sur le même sujet d'ailleurs, les retraites, cette fois-ci par Sébastien Lecornu, parce que je pense que tout ça va mal finir sur les promesses d'Emmanuel Macron. Alors, c'est pas de la trahison. D'abord, il faut savoir quand même que malgré tous les mérites, et ils sont grands, d'Olivier Faure, et d'autres dirigeants socialistes pour essayer de reconstruire un parti socialiste qui était à terre après le quinquennat de François Hollande, qui était honni par les Français et par la gauche et le peuple de gauche en France. Ils ont fait des efforts de le reconstruire, de le réancrer à gauche, de rebâtir des alliances. Enfin bon, et ça, c'est méritoire. Bon, sauf que moi, je constate qu'en dépit de tout ça, ils ont fait 2 congrès où finalement, cette ligne, elle n'a pas été validée, franchement. À chaque fois, ça s'est joué à 51, 50,5 pour Olivier Faure. Mais au-delà des questions de personnes, c'est des questions de ligne. C'est-à-dire que le social-libéralisme, qui a été l'apanage de François Hollande pendant son quinquennat, qui a fait sombrer la gauche dans les pires des turpitudes, il est sorti de son quinquennat avec le goudron et les plumes. Bon, eh ben, il n'y a pas une ligne claire d'un parti socialiste qui se serait recentré sur une social-démocratie de gauche, réformiste certes, mais ancrée à gauche, voulant reparler aux classes populaires de ce pays avec une vraie politique de transformation sociale et d'union populaire. Bon. Alors, il y a eu des tentatives, c'est essayé, mais voilà, c'est 50-50. Bon, et on sent bien que selon les périodes, selon les mois, selon les pressions, il peut très vite, au moindre coup de vent, retomber dans ces ornières qui lui ont pourtant tant coûté à lui, Parti socialiste, mais tant coûté aussi à la gauche dans ce pays, parce que si la gauche, toutes tendances confondues, reste quand même aux alentours de 30% dans ce pays, ce qui est très largement insuffisant et très en deçà des scores qu'on a pu connaître dans les années passées. C'est en grande partie par la décrédibilisation qu'a entraîné, entre autres, le quinquennat de François Hollande. Pas seulement, mais entre autres. Donc, si tu veux, moi, je me garde bien. Et puis, alors, c'est pas du tout mon vocabulaire, et puis c'est pas du tout mon état d'esprit de parler de trahison. J'analyse juste un parti socialiste qui, en dépit des efforts, reste un parti travaillé entre 2 lignes, qui, de mon point de vue, le fait parfois tergiverser, comme c'est le cas en ce moment. Alors, c'est intéressant, tu as parlé du quinquennat François Hollande et tu as lié ça aujourd'hui à la faiblesse de la gauche aux élections, le fait qu'aujourd'hui on fait plus que 30% dans les élections nationales. D'accord. Est-ce que tu penses que là, la non-censure du Parti socialiste participe aussi, engage aussi, en fait, dans une certaine mesure, la gauche tout entière, qu'on participe de offrir déjà un front désuni à ce qui est en train d'arriver en face, à la fois du côté des néolibéraux et du côté des néo-fachos du Rassemblement national, de dire, en fait, la gauche, elle n'y arrivera jamais. En fait, il y a 2 gauches irréconciliables, ils ont des stratégies qui sont complètement différentes. Pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous faire croire que le nouveau Front populaire, tout le monde a bien compris que ça n'existait plus vraiment, mais à quoi ça sert d'espérer que ces 30%, on va dire, ce peuple de gauche, puisse être représenté par, on va dire, une formation, une coalition unique, quoique diverse. En fait, là, on est en train de voir que cet horizon est un peu en train de s'éloigner. Je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas et je dramatise pas du tout, moi, la position qu'a prise le Parti socialiste. Je la critique, je la partage pas, mais je la dramatise pas. Et je pense que ça n'aura pas d'effet. Ça a toujours des effets, mais
aussi loin que je remonte dans ma mémoire qui commence à être assez épaisse de militants, j'ai toujours connu la gauche diverse, une gauche européiste et parfois atlantiste, à côté d'une gauche plus souverainiste et plus radicale. Enfin bon, la gauche, elle est traversée d'une multitude de courants depuis toujours. Gad Jaurès, enfin bon, bref. Donc, c'est aussi vieux que la gauche. Donc faut quand même, sans remonter trop loin dans le temps, c'est une situation anormale. Et c'est pas une situation anormale. Cette situation, elle a jamais empêché l'union. Bon, et même, j'ai envie de dire, même quand les directions de partis ou de formations entretenaient la division, parfois c'est les militants ou les électeurs qui ont forcé les directions à faire autrement. Je cite, dans cette période historique très particulière que nous vivons, j'aime bien citer la manifestation du 12 février 1934, mais le 12 février 1934, la direction du PC décide d'une manifestation dans un coin contre l'élite fasciste, le Parti socialiste dans son coin également, et c'est la masse des manifestants qui oblige les cortèges à fusionner contre les directions politiques de l'époque. Donc bon, et ça donne les prémices de ce que deviendra après le Front populaire. Donc l'histoire, elle est remplie d'épisodes de ce type. Donc moi, je me mets... Je ne considère pas que l'acte de ce matin des députés socialistes est un acte irréversible, pas du tout. J'ai essayé d'expliquer pourquoi ils agissent de la sorte. En plus, soyons francs, quand on discute avec les gens, moi je le fais dans ma circonscription comme tous les députés, ou quand on regarde chaque Français est un peu schizophrénique dans la période. C'est-à-dire, la même personne peut vous dire presque dans la même phrase qu'elle voudrait un peu plus de stabilité, que ce bazar politique s'arrête, auquel il se détache et regarde ça de loin. Et dans la même phrase, ils font une virgule et ils vous disent mais il faut que Macron dégage le plus rapidement possible, il faut que les riches payent. Enfin, c'est-à-dire que dans la même phrase, vous pouvez exprimer un besoin de stabilité et une aspiration à la radicalité. Donc, et chez la même personne. Et donc, si on prend le corps social français, ben, je crois qu'il est traversé par cette contradiction qui est propre à la période. Et donc, forcément, ça traverse aussi des partis politiques. C'est-à-dire, quel hémisphère du cerveau vous choisissez. Donc, moi j'essaye, à la place qui est la mienne, qui est modeste, hein, nous sommes un petit groupe, tout ça, mais on essaye de tenir un peu les deux bouts, celui de la responsabilité, celui de la défense pied à pied des classes populaires de ce pays. On ne rechignera jamais pour gagner la moindre avancée, même d'un millimètre, qui puisse améliorer et favoriser la vie des Français, la vie de ceux qui souffrent. Et en même temps, on aura cette exigence de radicalité. Donc les deux ne sont pas contradictoires, on essaye de les conjuguer, mais moi surtout, ce que je veux préserver dans la période, d'abord parce que, pas seulement par calcul électoraliste, mais parce que j'y crois profondément, à une gauche qui soit rassemblée, et une gauche qui, comme toujours, a toujours fonctionné sur deux jambes, une jambe révolutionnaire ou radicale et une jambe plutôt réformiste et parfois trop complaisante. Mais c'est pas la mienne, donc... Vous allez rentrer, je dis vous, les parlementaires, hein, les députés et les sénateurs, là, dans une course effrénée pour essayer pour débattre du budget. J'ai l'impression que ça va un peu vous éloigner peut-être des horizons à moyen terme ou même à long terme. Mais est-ce que toi, par exemple, tu portes comme les Insoumis une demande de destitution, démission du président de la République? Est-ce que tu as peur d'une dissolution? Est-ce que tu appelles une dissolution de TVE, et quand?
Enfin, je veux dire, est-ce que tout ça, tous ces outils, on va dire, qui permettraient de retrouver des nouvelles dynamiques à la fois dans le peuple politique et à l'Assemblée nationale, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que tu dis franchement, on n'en est pas là? Ah non, moi je pense qu'on en est là. Et d'ailleurs, j'étais très surpris quand on était dans le bureau d'Emmanuel Macron vendredi après-midi. Il a démarré la réunion en essayant de nous faire passer pour le cercle de la raison que nous ne sommes pas. Et on lui a fait vite comprendre que Vous étiez cercle de la non, mais en tout cas, qu'il ne pourrait pas nous mettre dans un cercle. Et surtout pas de la raison macroniste. Mais il a dit c'est pas une crise politique, c'est une crise de l'Assemblée nationale. Et tous les gens qui étaient autour de la table, de Retailleau à Édouard Philippe, en passant par Olivier Faure, Tondelier, Roussel et moi, tout le monde disait, Monsieur le Président, là il y a une grosse erreur d'analyse, on n'en a pas la même lecture, mais c'est une crise politique. Et j'ai envie de dire, moi je pense, sans rentrer dans un débat trop théorique ou de spécialiste, mais je pense que c'est même une crise politique qui est en train de devenir une crise de régime, dans le sens où l'abus des pouvoirs constitutionnels que la Ve République donne au président de la République par Emmanuel Macron est une des sources du blocage et de la crise politique qu'on vit actuelle. C'est en ce sens qu'on peut parler de crise de régime. D'ailleurs, je pense que mon parti, mais la gauche d'une manière générale, doit vite se repositionner sur les questions de vie démocratique et d'institutions dans notre pays, parce que les Français voient bien qu'il y a bien sûr la personnalité d'Emmanuel Macron, sa propension au pouvoir personnel, voire au pouvoir autoritaire, mais il y a aussi une constitution qui le permet. Et donc ça pose un problème, surtout quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir et qu'on s'aperçoit à travers Emmanuel Macron que la Ve République est finalement une constitution qui est propice à une dérive illibérale. Elle ne protège pas la Constitution telle qu'elle est, elle ne nous protège pas contre la tentation qui pourrait exister d'un régime autoritaire et illibéral. Et donc, c'est en ce sens que la crise politique que l'on vit a des aspects de crise de régime, c'est qu'elle interroge en profondeur sur les institutions, la Constitution, le déséquilibre des pouvoirs dans le pays, etc., etc. Donc, ça, c'est la première chose. À partir de là, à partir du moment où on est dans une crise politique et de régime qui est aussi aiguë que celle-là, au-delà du jeu parlementaire et du travail que l'on va mener, je pense qu'on ne dénouera pas cette crise sans redonner la parole au peuple. Pour redonner la parole au peuple, il y a 3 solutions immédiates. Soit un référendum, mais il faut un gouvernement un peu stable, ce qui n'est pas tout à fait le cas, soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une démission anticipée du président de la République. Je dis une démission parce que la destitution, c'est un autre véhicule. J'ai voté favorablement à ce que la résolution des Insoumis puisse être débattue, mais je ne l'ai pas signée et je ne la partage pas tout à fait parce que je pense que ça colle pas exactement à la situation, d'une part, et que, par ailleurs, si on devait avoir une élection présidentielle anticipée, il faudrait que ce soit une vraie élection avec, non pas précipitée en 35 jours ou en 40 jours, mais une vraie élection présidentielle avec le temps de la confrontation, des débats, de la sensibilisation, de l'éducation populaire qui est propre à des campagnes électorales pour que les gens s'approprient les enjeux, etc., etc. Donc, voilà. Donc, mais par contre, dénouer la crise politique par un retour, redonner la parole au peuple par les 3 moyens que j'ai évoqués, ça me paraît, oui, nécessaire. J'ai une dernière question, Stéphane. Tout à l'heure, tu as dit oui, on est un petit groupe, donc voilà, on travaille, on a des ambitions humbles, quoique importantes. Tu es membre du Parti communiste. Qu'est-ce que, dans la diversité des voix aujourd'hui qui sont celles de la gauche, qu'est-ce qu'a à dire le Parti communiste? En gros, qu'est-ce qui fait la singularité aujourd'hui de la voie du Parti communiste? Vers où tu as envie d'aller? Je sais que potentiellement, vous avez un congrès à l'été prochain. Je sais pas, potentiellement, je sais pas si c'est... Si, enfin, c'est sûr, c'est bon. Donc, vous avez un congrès à l'été prochain. Vous allez retravailler, en fait, cette ligne du Parti communiste français. Toi,
où est-ce que tu as envie que ton parti aille, où est-ce qu'en est le Parti communiste aujourd'hui? Ouais, j'ai une petite question pour la fin. Je veux, je veux bien, à la limite, je veux bien reprendre rendez-vous, rien que sur le sujet. Oui, non, mais j'imagine, non. Moi, ce que je voudrais dire plus simplement, sur la période, moi, d'abord, je pense que dans cette période qui se caractérise quand même la principale donnée politique de la récente période, c'est quand même l'accélération de la recomposition politique de la droite. Et on voit les LR précipiter une alliance politique possible un peu à l'italienne avec l'extrême droite. On sait que ça se fait, c'est déjà en discussion pour les municipales dans certains endroits. Bon, et on savait qu'il y avait une porosité des électorats et des militants, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas au niveau des directions de parti. Ça a en train de basculer. C'est une donnée nouvelle, parce que plus cette union des droites va se crédibiliser, plus l'imminence possible de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays va devenir une possibilité forte. Et donc, moi, je reste persuadé, quand même, que parmi les fondamentaux de la gauche, s'unir quand il y a un péril d'extrême droite est le b.a.-ba, le minimum. Donc moi, ce que j'attends comme militant communiste, comme président de groupe, je le dis, je le redis, je l'exprime. On n'est pas toujours d'accord, je ne suis pas toujours raccord 5 sur 5 avec la direction du Parti communiste sur le sujet, mais pour moi, nous devrions être unitaires pour 4, trait d'union, je ne sais pas quel mot trouver, mais en tout cas les fers de lance du rassemblement et de l'union de la gauche face au danger de l'extrême droite. Ça se dirait que tu es presque d'abord de gauche avant que d'être communiste. Non, parce que moi je pense qu'on est vraiment communiste en étant à cette place et en étant unitaire, c'est-à-dire plus conscient, parce que nous sommes communistes, plus conscients que la moyenne des autres partis de gauche sur le fait que l'unité face à ce danger est un impératif, justement parce que nous sommes communistes. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir des actes et une parole qui nous permettent de renouer avec les couches populaires de ce pays et de les unir dans leur diversité, c'est-à-dire d'être capable d'être le parti qui, par son ancrage, par sa parole, par ses actes, soit capable de réunir les quartiers populaires des villes et des grandes villes et des métropoles, les zones rurales paupérisées, il y en a, elles ne sont pas toutes paupérisées, mais il y en a beaucoup, et la classe ouvrière dans toute la diversité de ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui. Ça va du chauffeur Uber au métallo, en passant par l'artisan ou l'auto-entrepreneur, etc. La classe ouvrière d'aujourd'hui. C'est le travail de la direction actuelle du Parti communiste? Non, moi je te dis comment je vois les choses. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que c'est une alternative à ce qui est actuellement la proposition de la direction actuelle ou c'est dans la continuité, c'est pareil? Pour l'instant, j'en suis pas là dans ma réflexion. Est-ce que ce que fait la direction actuelle est au niveau, pas au niveau, tout ça. Bon, on se reverra pour préparer le congrès. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, et bonne chance pour ce tunnel de travail sur le budget, à la fois le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là, je vais voir la nouvelle ministre chargée des Outre-mer, qui va, dès la semaine prochaine, présenter un très mauvais projet de loi sur la Nouvelle-Calédonie qui risque encore de dégrader la situation là-bas. Et donc, avec mon collègue Emmanuel Djibaou, qui arrive ce week-end à Paris, il m'a missionné pour aller la voir. La boire. Très bien. Vague de l'été. Ouais. Salut.